Allô, si je... Cédric, Oui, Khouya, ça va? je suis en train de Euh, me connecter. يلا داكور اوكي احنا نتسناوك. Il y a Mouna, là, il y a Youssef Moussa qui demande si cette conférence est enregistrée. Oui, je confirme, cette session est enregistrée. De toute façon, il est diffusé sur Facebook et vous pouvez éventuellement, vous pouvez aussi la revoir sur Facebook. Et dans 24 heures sur la chaîne YouTube du club.
Désolé les amis pour ce petit retard-là. Là, je suis avec monsieur Di Jawed. On a quelques difficultés sur Zoom. Donc, on va se mettre je veux dire, en connexion tout de suite là. On est en train d'avancer là-dessus.
Donc, papa, tu te vois. Mais non. Ouais. Je ne vois personne là. Hein? Ben, c'est parce que lui, il partage son écran. En fait. Voilà. Alors, on va arrêter ça. On va arrêter. Oui, bonjour. Est-ce que vous arrivez à me voir? Alors, Ouais, si Jawed, c'est là. on est dans un mode webinaire. Voilà. Si Vous Jawed, vous voyez? m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Oui, on arrive à vous voir. Excellent, super. Donc, on est en mode webinaire, donc vous n'allez pas voir les participants, d'accord? On va gérer cette session-là, je serai avec vous pour gérer les interactions. Oui, Et quand il y aura, de toute façon, l'idée, c'est de faire une petite présentation de 45 à une heure de présentation. Et après cela, on va récupérer les commentaires des différents participants, commentaires, questions, réactions, que je vais vous soumettre. Ou peut-être eux, ils vont soumettre directement leur réaction. D'accord? absolument. Alors, avant de démarrer, je souhaite déjà souhaiter la bienvenue aux différents participants. À ce stade-là, on est 40 personnes sur Zoom et on est un tout petit peu avec un chiffre équivalent sur Facebook. Donc, on diffuse cette session-là en même temps aussi sur Facebook. Alors, je vais vous donner le micro rapidement. Un petit mot par rapport à Jawed pour faire une petite introduction rapide. Jawed, il a une expérience, je veux dire un parcours des plus fascinants. C'est une longue expérience sur le marché. Et il est diplômé de HEC Paris, professeur des relations internationales et président de l'Institut marocain en relations internationales. Entre autres, parce que c'est toute une vie qui est très riche. Aujourd'hui, il nous a fait plaisir d'accepter notre invitation pour nous parler, échanger aussi avec nous ses réflexions sur l'impact de la pandémie sur l'économie mondiale et aussi l'économie marocaine. Ce qui est intéressant dans ce séminaire-là, c'est souvent on a parlé d'impact de l'économie au niveau Maroc, écosystème marocain, mais là aujourd'hui, ce qui serait aussi intéressant de voir déjà une petite, rapidement, quel est l'impact général et aussi par rapport à notre impact, nous, Maroc, par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Sans trop tarder, je donne le micro à Jawed. Jawed, à vous le micro. Bonjour, vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Parfaitement. Oui, parfaitement, oui. Eh bien, je voudrais tout d'abord rendre hommage au club des dirigeants et avec à la tête Sidris Drif, qui fait un travail extraordinaire pendant cette pandémie du Covid-19. Et donc, je voulais d'abord vous remercier. Alors, je vais traiter l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale et ses répercussions sur l'économie marocaine. Alors, je voudrais rappeler rapidement que la pandémie du Covid-19, qui est née en décembre 2019 à Wuhan, en Chine, a bouleversé l'ordre mondial et s'est traduite par une crise sanitaire grave, un choc brutal sur l'économie mondiale et l'exacerbation des relations internationales, notamment entre les États-Unis et la Chine. La crise sanitaire s'est caractérisée par une propagation très rapide du virus Covid-19 qui a touché à la date du 8 juin 2020 213 pays avec 6,7 millions de cas de contamination et 397 388 décès. La gestion de la pandémie a été différente d'un pays à l'autre. En l'absence de vaccins, la réponse a consisté dans l'isolement du pays, le confinement de la population et les mesures de précaution que tout le monde connaît, telles que le dépistage, la distanciation, le lavage des mains et le port du masque. Les pays asiatiques ont appliqué rapidement ces mesures et ont abouti à des bons résultats tels que la Chine, la Corée du Sud, le Japon, Singapour et Taïwan.
En Europe, à la différence de l'Allemagne, des pays scandinaves et des pays de l'Est, l'Espagne, la France et l'Italie ont été durement touchés. En Amérique, ce sont les États-Unis et le Brésil qui ont payé le plus grand tribut à la pandémie du fait du retard dans l'application des mesures de sauvegarde. Quant à l'Afrique, elle n'a été contaminée qu'à partir du mois de février 2020, avec relativement peu de cas, 133 229, et heureusement peu de décès, 3 871. À la date d'aujourd'hui, la pandémie est à la baisse partout dans le monde, sauf aux États-Unis et en Amérique latine. Alors, je voulais juste rappeler en introduction cette pandémie du coronavirus. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Du fait de l'isolement de la quasi-totalité des pays de la planète et du confinement de la population, la pandémie du Covid-19 a causé un arrêt brutal de l'économie mondiale. C'est la plus grave crise économique mondiale depuis celle de 1929, car elle cumule à la fois une atteinte à la demande et à l'offre. J'insiste sur ce point. En général, quand il y a une crise, elle touche ou la demande ou l'offre, mais cette fois-ci, elle a touché les deux. Et donc, du fait du confinement, c'est-à-dire les gens ne sortent pas, les travailleurs n'ont plus de revenus et les entreprises à l'arrêt ne génèrent plus de chiffre d'affaires. Je rappelle, le lundi 9 mars 2020, plusieurs bourses se sont effondrées. Tokyo, moins 4,6%, Francfort, moins 7,94%, Londres, moins 7,69% et Paris, moins 8,39%. Donc, ce sont pour des bourses, ce sont quand même des taux, des baisses vraiment très importantes. Les perspectives de croissance calculées le 9 juin, c'est tout récent, pour l'année 2020, selon la Banque mondiale, sont alarmantes, avec une récession de 5,2% et une baisse du revenu par habitant de 3,6%. Les régions et les pays les plus touchés par la récession sont la zone euro, moins 9,1%. Alors, vous savez que, vu nos relations très importantes avec la zone euro, d'où la demande pour nos exportations, donc c'est quand même une mauvaise nouvelle que la zone euro va connaître pour 2020 moins 9,1%. Les pays avancés en général vont connaître une récession de 7%, 6,1% pour les États-Unis, 7,2% pour l'Amérique latine. Par contre, heureusement, l'Afrique subsaharienne ne connaîtra qu'une récession de 1,6%, alors que les pays en développement en général auront une récession de 2,5%. Et, chose extraordinaire, la Chine tirera son épingle du jeu avec une croissance de 1%. Évidemment, c'est très faible par rapport, rappelez-vous, il y a des années où elle faisait des croissances à 2 chiffres. Donc là, elle va à peine arriver à 1%. Alors pour notre pays, le Maroc, la Banque mondiale a prévu une récession de 4% au lieu d'une croissance de 2,3% en 2019. Et le seul élément positif pour notre économie, c'est la baisse du prix du baril du pétrole qui d'après les prévisions, se situerait autour de $30. Le chômage aussi va s'aggraver avec un taux de 10,4% aux États-Unis et 9,2% dans la zone euro. Tandis et c'est ça un petit peu
danger, c'est que la Banque mondiale prévoit que 500 millions de personnes sur les 7 milliards et demi que connaît la planète vont tomber dans la pauvreté. Alors, je précise bien à nos auditeurs que ces chiffres sont provisoires, parce que, comme vous le savez, la Banque mondiale fait à chaque fois le point selon la situation économique générale. Donc, ces chiffres sont provisoires et peuvent évoluer en plus ou en moins en fonction de la durée de la pandémie et de l'efficacité du déconfinement. Alors, je m'explique, c'est très simple. Si la pandémie s'arrête dans les semaines à venir, comme nous l'espérons, peut-être que ces chiffres vont s'améliorer. Par contre, si la pandémie continue, par exemple, jusqu'à la fin de l'an 2020, ces chiffres risquent d'être encore plus mauvais. Alors, pour sauvegarder le tissu économique et la consommation des ménages, chaque pays a pris des mesures énergiques de politique monétaire et budgétaire. Je rappelle aux auditeurs, qui sont bien sûr au courant de tout ça, la politique monétaire, ça consiste à diminuer, par exemple, le taux directeur. Et la politique budgétaire, ça consiste principalement à faire des dépenses publiques, soit des dépenses de consommation ou des dépenses d'investissement. C'est ainsi que les banques centrales ont été mises à contribution pour fournir les liquidités nécessaires et que le budget de l'État a été utilisé pour fournir des indemnités aux salariés en arrêt de travail et des aides aux entreprises. Alors, j'explique encore, l'État, dans tous les pays, a agi sous une double orientation, donner des indemnités pour stimuler la demande et donner des aides donc, aux entreprises pour qu'elles ne puissent pas faire faillite. À part cela, des plans de relance massifs sont en cours pour faire renaître l'activité et diminuer les dégâts du chômage. Et à titre d'exemple, on peut citer le plan de relance des États-Unis qui s'élève à 2200 milliards de dollars et celui de l'Union européenne qui s'élève à 750 milliards d'euros, dont 500 milliards de subventions aux pays membres de l'Union les plus touchés par la crise. Alors, je voudrais là ouvrir une petite parenthèse. L'Union européenne n'a pas agi quand donc la pandémie s'est déclarée en Espagne et en Italie, et je ne vous cache pas que ces deux pays étaient très déçus par l'Union européenne. L'Italie avait même dit vouloir sortir de l'Union européenne. Alors, heureusement, l'Union européenne s'est ressaisie et donc la Commission a proposé ce fameux plan de 750 milliards d'euros. Et chose aussi à signaler, c'est la Commission européenne qui va emprunter ce montant au nom de l'Union européenne. Et ça, c'est la première fois que la Commission européenne est autorisée à emprunter au nom de toute l'Union européenne. Et ce qu'il faut signaler aussi, c'est les 500 milliards de subventions, c'est-à-dire ce n'est pas des prêts, ce ne sont pas remboursables, qui vont être donnés aux pays les plus touchés, et notamment l'Italie, l'Espagne et un peu la France. Cette pandémie du Covid-19 a montré également l'interdépendance économique entre pays du fait de la mondialisation. Là aussi, je voudrais m'arrêter quelques secondes pour dire que lorsqu'il y avait des pandémies et que les relations entre pays étaient faibles, ça ne touchait pas toute la planète. Or, du fait de la mondialisation, du fait des personnes qui voyagent beaucoup, soit pour le tourisme, soit pour les affaires, eh bien, ce Covid-19
s'est propagé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 213 pays. Alors, cette mondialisation a montré aussi quelques effets négatifs. C'est ainsi que, rappelez-vous, pour les masques, eh bien, même en France, il n'y avait pas suffisamment de masques et notre pays a fait un effort extraordinaire pour produire ces masques-là. Mais ce qu'il faut noter, c'est que pour tout ce qui est production mondiale d'équipements médicaux et de médicaments, c'est la Chine qui est, si vous voulez, le plus grand producteur mondial, suivi par l'Inde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cela pour l'avenir? Eh bien, ce qu'on peut dire, et ça touche aussi notre pays, c'est que d'ores et déjà, plusieurs pays occidentaux ont prévu de délocaliser la production des biens stratégiques dès la fin de la pandémie. C'est-à-dire qu'au lieu de garder des usines à l'étranger, eh bien, les pays, notamment occidentaux, vont rapatrier une partie de leur unité de production justement pour ce qui est des produits stratégiques. Alors, qu'est-ce qui va en découler? Et c'est intéressant aussi pour notre pays, c'est qu'il risque d'y avoir un regain de protectionnisme. Parce que lorsqu'on installe une nouvelle unité, il faut la protéger, notamment contre la concurrence chinoise, parce que la Chine, comme vous le savez, est devenue l'atelier du monde. Et donc, on peut prévoir qu'il y aura une certaine montée du protectionnisme. Alors, ce que je voudrais déplorer, et vous avez tous suivi avec moi certainement, la grave crise 2008-2009, qui est beaucoup moins grave que celle que nous connaissons actuellement. Eh bien, lors de cette crise 2008-2009, le G20, vous savez tout ce qui est le G20, c'est les 20 pays, disons, les plus développés du monde, le G20 avait joué un rôle vital dans la résolution de la crise économique 2008-2009. Malheureusement, du fait de la détérioration des relations internationales, notamment en ce qui concerne le conflit Chine-États-Unis, le G20 s'est réuni une seule fois sans prendre des décisions importantes, alors que pour 2008-2009, il s'était réuni une dizaine de fois. Donc, en conclusion, et bien sûr, on pourra revenir dans les questions si vous avez des points à éclaircir. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les perspectives de l'économie mondiale pour 2020 et 2021, parce que 2021 vient juste après 2020, donc ces perspectives sont périlleuses du fait que personne ne sait la fin de l'épidémie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas encore à quelle date va finir donc cette épidémie et surtout à quelle date toutes les activités économiques vont reprendre. À cela, à ces problèmes du Covid-19, s'ajoute la guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Il faut bien comprendre sur le plan des relations internationales qu'il y a, et nous devons tous suivre ça de très près parce que nous sommes aussi concernés, il y a une course à la première place mondiale entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ne veulent pas perdre leur première place et la Chine espère que d'ici 2049, c'est-à-dire le 100e anniversaire de la République populaire de Chine, eh bien, que la Chine devienne la première puissance économique mondiale. Alors, cette guerre froide entre les États-Unis et la Chine avait, avant le Covid-19, avait été déclenchée par Donald Trump parce qu'il considérait que la Chine
ne jouent pas le jeu et qu'il y avait un déficit commercial très important entre les États-Unis et la Chine. Donc déjà, les relations n'étaient pas très bonnes et elles se sont aggravées après le Covid-19 dans la mesure où Donald Trump reproche à la Chine de n'avoir pas alerté rapidement donc de la pandémie, d'avoir essayé de la cacher et donc ça ajoute, si vous voulez, aux différends entre la Chine et l'Inde. Et il y a aussi d'autres différends entre les deux pays, comme Hong Kong. Je rappelle que Hong Kong était une colonie britannique qui a été rendue à la Chine, mais avec, si vous voulez, un pays, deux systèmes, c'est-à-dire que le capitalisme pouvait continuer à Hong Kong, mais la Chine vient d'édicter une loi nationale de sécurité qui correspond, si vous voulez, à une limitation de l'autodétermination de Hong Kong. Et donc, ça crée un problème entre les États-Unis et la Chine. Et Taïwan, c'est aussi une île qui se trouve à côté de la Chine et que la Chine considère comme son propre territoire, alors que Taïwan, si vous voulez, veut être indépendante. Tout cela, donc, crée, si vous voulez, sur le plan des relations internationales, un climat défavorable. Et pour couronner le tout, et je sais que vous suivez ça tous, ce sont les grandes manifestations qui ont eu lieu aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, un peu partout, même en Europe, en France, contre les violences policières suite donc à l'assassinat, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de l'Afro-Américain George Floyd. Donc, pour terminer sur cette question de l'économie mondiale, et bien sûr, je suis prêt à revenir avec vous sur toutes les questions. Ce qu'on peut dire, valeur aujourd'hui, c'est une grande incertitude qui plane sur l'avenir de l'économie mondiale. Alors maintenant, j'en viens à notre pays, le Maroc. Vous savez beaucoup de choses que je vais simplement rappeler. Donc, le Maroc a été touché le 2 mars 2020 par la pandémie du coronavirus. Le gouvernement a décidé la fermeture des frontières et le confinement du 20 mars jusqu'au 10 juin. Alors, c'est jusqu'à demain. On verra demain, comme on l'espère, s'il y aura un déconfinement ou bien est-ce que le confinement continuera. Alors, ces mesures ont eu pour effet, comme dans tous les pays, l'arrêt total ou partiel des activités économiques, aussi bien de production que de services. Valeur aujourd'hui, la seule donnée vérifiable, telle que donnée par le Haut Commissariat au plan, c'est une croissance de 0,7% pendant le premier trimestre et par contre, dès le deuxième trimestre, une récession de 6,8%. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Banque mondiale prévoit une récession de 4% pour toute l'année 2020. Alors malheureusement pour notre pays, outre les problèmes posés par le Covid-19, comme vous le savez aussi, la récolte céréalière est très faible. Elle va être que de la moitié de la normale. Et donc, c'est ce qui peut, comme je l'ai dit, expliquer cette prévision de la Banque mondiale d'une récession de 4%. Et là encore, comme je l'ai dit pour l'économie mondiale, la croissance pour l'année 2020 dépend là aussi de la date de la fin du confinement, aussi bien au Maroc pour que les entreprises reprennent leur activité qu'à l'étranger pour qu'on puisse recevoir des commandes pour nos exportations.
Alors, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, cette crise du Covid-19 concerne aussi bien l'affaiblissement de la demande que de l'offre. Aussi, pour résorber cette crise, il faut agir sur les deux volets. Et dans ce sens, sous l'égide du roi Mohammed VI, un fonds spécial de gestion de la pandémie a été créé et dirigé par un comité de veille économique composé du secteur public et privé. Et là, je voudrais souligner la bonne décision de Sa Majesté le roi Mohammed VI et également du gouvernement, du patronat. Vraiment, le Maroc a bien géré cette politique, cette terrible pandémie du Covid-19. Donc, ce fonds spécial qui était doté au départ de 10 milliards de dirhams prélevés sur le budget de l'État, finalement s'est élevé à 32 milliards de dirhams grâce à des dons. Et là, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé. Pour n'importe, vous savez qu'on peut participer même par 10 dirhams en envoyant un SMS. Donc, ce fonds s'élève actuellement à 32 milliards de dirhams et il a pu faire face aux dépenses supplémentaires du ministère de la Santé. Parce que rappelez-vous, au début de la pandémie, au mois de mars, on avait tous, en tant que citoyens, une crainte, pas pour nous, mais bien sûr aussi pour nous, mais pour tout le peuple, dans la mesure où on avait toujours peur qu'il n'y ait pas assez de lits de réanimation pour les malades. Heureusement, tout s'est bien passé et donc aucun malade n'a été refusé par un hôpital marocain. Alors, ce fonds a servi aussi à maintenir le pouvoir d'achat, soit pour les salariés de la CNSS, où l'État avait payé, rappelez-vous, 2000 dirhams, mais aussi, et c'est ça, c'est important aussi, même les travailleurs du secteur informel qui avaient perdu leur emploi, eh bien, une indemnité de 800 à 1200 dirhams avait été donnée et a concerné plus de 4 millions de ménages, c'est-à-dire en comptant que 4 personnes par ménage, ça fait quand même 16 millions d'individus ont bénéficié de cette aide. Alors, comme je l'ai dit, on ne peut que se féliciter de la création de ce fonds spécial qui a permis de sauver des vies. Vous savez, notre taux, heureusement pour nous, de décès est très faible, de 208, alors que en France, en Italie, aux États-Unis, ça a dépassé les 100 000 décès. Donc, nous ne pouvons que être heureux que cette grave pandémie n'a pas fait trop de dégâts chez nous. Alors, elle a quand même fait des dégâts puisque, selon la CGM, 47% des entreprises marocaines ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires et pratiquement, je peux dire que tous les secteurs ont été touchés, mais ceux qui ont été touchés le plus, c'est le tourisme. Le tourisme, vous savez que c'est quand même un secteur important pour notre pays. Nous sommes arrivés à plus de 10 millions de touristes par an et je crains que, effectivement, cette année, ça soit une année blanche pour les touristes venant de l'étranger. Maintenant, une partie sera compensée par le tourisme national. Il y a le transport aérien, notre compagnie nationale, donc la Royal Air Maroc a perdu des milliards de dirhams. L'automobile, l'aéronautique, les textiles, pratiquement toutes les industries de transformation ont subi des dégâts. Et les causes du ralentissement sont évidentes. Le confinement,
les difficultés d'approvisionnement. Ça aussi, je voudrais insister là-dessus, c'est que beaucoup d'usines se sont arrêtées parce qu'elles ne recevaient pas les matières premières ou les demi-produits. Ils se sont arrêtés. Du fait aussi de la logistique, plusieurs moyens logistiques avaient été arrêtés, ainsi que la faible demande extérieure, notamment en provenance de l'Europe, qui représente 60% de nos exportations. Alors, la stratégie de relance économique doit passer par l'élaboration d'une loi de finances rectificative pour le second semestre. Alors, ça a été déjà annoncé. Je pense que le gouvernement est en train de travailler sur cette loi de finances rectificative qu'il va présenter au Parlement, j'espère, assez rapidement. Et cette loi va prévoir les recettes fiscales et les dépenses qui doivent inclure les aides pour maintenir le pouvoir d'achat et la survie des entreprises. Aussi faut-il que le gouvernement se concerte avec les représentants des entreprises publiques et privées pour définir les besoins financiers en vue d'une reprise de l'activité. Et dans ce sens, la CGM a présenté le 21 mai 2020 au comité de veille économique un plan de relance contenant 25 programmes et 508 propositions. Évidemment, vous êtes, en tant que dirigeant, vous êtes au courant de ce plan de la CGM. Je voudrais simplement en résumer. Ce plan propose pour les entreprises en difficulté la continuation du chômage partiel au-delà du 30 juin. Ça veut dire qu'une entreprise qui est en difficulté, eh bien, elle peut avoir une partie de son personnel qui soit en chômage partiel et donc aidé par l'État. Ce plan prévoit aussi le soutien aux charges fixes des entreprises, des prêts à long terme. Alors ça, c'est intéressant dans la mesure où il est prévu des prêts sur 7 ans à des taux bonifiés, c'est-à-dire à des taux d'intérêt préférentiels. Alors, avec une orientation sur les très petites et les moyennes entreprises, c'est elles qui ont vraiment besoin de trésorerie pour repartir. Maintenant, pour les grandes entreprises et certaines entreprises intermédiaires, il faudra des dotations de quasi-fonds propres, c'est-à-dire il y a des grandes entreprises moyennes qui en plus, si vous voulez, des emprunts qu'elles peuvent faire, ont besoin aussi d'un apport en capital. Et donc, je pense qu'il y aura ce cas-là qui sera également discuté. La CGM demande aussi une baisse de la TVA pour les produits concurrencés par l'informel. C'est vrai que notre informel, évidemment, a l'avantage d'occuper une main-d'œuvre assez importante, mais il a aussi l'inconvénient de créer une concurrence déloyale par rapport aux entreprises formelles. Et donc, cette baisse de la TVA permettra de rendre les produits qui sont distribués par l'informel beaucoup moins intéressants. Et la CGM, et là, je voudrais lui rendre hommage, a aussi proposé des mesures sociales telles que l'élargissement de l'AMO, c'est-à-dire l'assurance maladie, aux non-bénéficiaires. Vous savez qu'il y a beaucoup de professions libérales, beaucoup de personnes ne bénéficient pas de l'AMO. Donc, elle a demandé l'élargissement de l'AMO à tous les non-bénéficiaires et une indemnité fixe de 2000 dirhams à 1 million de ménages. C'était effectivement donc une contribution très importante de l'État et ça a pour objet de stimuler
la demande des ménages. Alors, dans le budget de l'État qui est en train d'être discuté, enfin le budget rectificatif, autant faut-il faire la chasse aux dépenses inutiles. Moi, je pense que dans la situation actuelle, il faut vraiment, au niveau des dépenses de fonctionnement, par exemple, essayer de faire le maximum, donc de réduire au maximum ces dépenses. Autant faut-il préserver les investissements publics pour alimenter en travail des entreprises afin de maintenir. Alors là, beaucoup de pays dans le passé, après des crises, ont établi des plans d'austérité. Et ils se sont aperçus que ces plans n'avaient pas réussi parce qu'au contraire, lorsqu'il y a une crise économique, il faut que l'État dépense pour les investissements publics. Et je pense que cette orientation a été prise par notre gouvernement. Alors, une autre préoccupation est la détérioration des comptes extérieurs. Vous savez que nous avons malheureusement une balance commerciale qui est déficitaire, presque à 50%. Notre taux de couverture n'est que de 50%, mais notre balance commerciale est compensée par le tourisme, l'export, les transferts de RME, les investissements directs étrangers, ce qui permet de diminuer le déficit de la balance des paiements. Or, malheureusement, avec cette crise, tout ce que je viens de dire a baissé. Le tourisme, malheureusement, l'export, on aura moins de demandes. Les transferts de nos travailleurs à l'étranger, eux aussi vont envoyer moins d'argent. Les investissements directs étrangers. Vous savez, maintenant, après cette crise, les entreprises, les grandes entreprises vont réfléchir avant de faire de nouveaux investissements. Et là, il est essentiel de maintenir les réserves en devise pour faire face aux importations incompressibles. Vous savez, autant, et là, je voudrais aussi avoir votre avis, autant faut-il encadrer les importations parce que nous importons beaucoup de produits du superflu. Moi, je pense qu'il faudrait essayer d'encadrer tout simplement en augmentant les droits de douane quand c'est possible pour éviter ces importations. Par contre, il y a des importations qui sont incompressibles comme le pétrole. Et là, on a tous une bonne nouvelle, c'est le fait que le prix du pétrole, du fait de la crise, a beaucoup baissé et on s'attend à un prix de $30 le baril d'ici la fin de l'année, ce qui va soulager quand même notre balance des paiements. Alors, une fois définis les besoins financiers en monnaie locale et étrangère, l'État doit arbitrer entre les ressources locales et les ressources extérieures. Je parle des ressources financières. Alors, les ressources locales sont la création monétaire, la fiscalité et l'endettement. Alors, une petite parenthèse sur cette notion de création monétaire. C'est quoi la création monétaire? C'est le fait de créer une partie de la monnaie papier sans qu'il y ait, si vous voulez, la contrepartie au niveau des biens et services. Et nous ne sommes pas les seuls à utiliser cela. La Banque centrale européenne, la Réserve fédérale, etc., utilisent cette création monétaire. Maintenant, il faut évidemment être prudent pour éviter une trop grande inflation. Donc, il y a cette première ressource et je suis sûr que Banque Maghreb va faire le travail qu'il faut pour cela. Il y a la fiscalité, mais dans les circonstances actuelles, il est difficile d'augmenter les impôts.
et il y a l'endettement, soit l'endettement national, soit l'endettement international. Et je pense personnellement qu'on a intérêt à emprunter sur le plan international, d'une part parce que nous avons encore des capacités d'endettement, et d'autre part parce que, heureusement, les taux d'intérêt sont restés faibles malgré la crise en Europe, aux États-Unis. Les taux d'intérêt sont restés faibles. Donc, je pense que notre gouvernement a intérêt à, comme on dit, sortir sur le sur les marchés financiers externes. Alors, le gouvernement a déjà tiré 3 milliards de dollars de la ligne de précaution et de liquidité du Fonds monétaire international. Alors, heureusement qu'on a gardé cette ligne parce que moi j'ai lu beaucoup de critiques pour dire pourquoi on garde cette ligne de précaution qui nous coûte de l'argent. Heureusement qu'on l'a gardée parce que le gouvernement a pu déjà la tirer, et ça crée un peu d'oxygène pour notre balance des paiements et pour nos réserves en devises. Donc, en conclusion, pour ce qui est du Maroc, il ne faut pas se leurrer, il y aura un déficit élevé du budget de l'État et de la balance des paiements. Ça, comme tous les autres pays, on ne peut pas espérer l'équilibre pour l'année 2020, et on ne peut que l'accepter. Maintenant, ce qu'il faut, et je vais en terminer là, ce qu'il faut espérer, c'est une union, j'insiste bien là-dessus, une union, une solidarité de tous les acteurs économiques dont vous faites partie. Vous êtes des dirigeants d'entreprise, et je voudrais vous rendre hommage également personnellement, parce que je sais que diriger une entreprise, c'est pas facile, et encore moins facile avec cette crise qui nous est tombée dessus et qui certainement vous pose beaucoup de problèmes. En tout cas, je vous souhaite bon courage, et j'espère que tous les acteurs économiques de notre pays, à savoir le gouvernement, le patronat, les syndicats, puissent, la main dans la main, relancer notre économie pour le bien du peuple marocain. Et je vous remercie. Merci Sikoudodi pour votre exposé. C'est vraiment très riche, très intéressant. Je vois juste Sirossi, il est toujours là. Il a peut-être va s'absenter pour quelques minutes. Sirossi, vous êtes toujours là? Oui, je suis là, je suis là. J'ai pas pu m'absenter. D'accord. J'ai pas pu. Sinon, je prends le rôle. Hein. Marhaba, merci beaucoup. Bah, écoute, merci beaucoup, Sikoudodi. Merci beaucoup, Sikoudodi. Si Jawed, c'était vraiment très intéressant. Alors, on a eu quelques remarques, quelques commentaires. Je vais peut-être partager avec vous quelques que nous avons reçus. Alors, déjà sur Zoom, les personnes qui ont assisté avec nous. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, il y a, par rapport au début de la session, bon, il y a quelques commentaires pour dire que les conséquences de la pandémie sur l'économie marocaine sont difficiles à évaluer à ce stade-là, parce qu'il paraît que parce que la date de fin n'est pas encore définie, donc on ne saura pas quelles sont vraiment les conséquences directes ou indirectes par rapport à ça. Mais comme vous l'avez très bien mentionné, c'est que bon, déjà, il y a plus de 50% d'entreprises qui ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires, et certains secteurs plus que d'autres. Donc l'impact, ça risque d'être assez important. Je suis en train de lire en même temps parce que je n'ai pas de questions directes. J'ai que des commentaires. Alors, il y a une autre question sur Zoom. Il dit que
Alors, au Maroc, la classe politique pense déjà à l'après-coronavirus. Au Maroc, 57% des entreprises ont suspendu leur activité. Est-ce que le Maroc a déjà préparé son plan de relance? Alors, comme je vais répondre question par question, je remercie pour cette question. Alors, comme je l'ai dit dans mon exposé, il y a eu deux phases dans l'action de l'État. Il y a eu ce que j'appelle la phase de sauvetage, c'est-à-dire lorsque la pandémie s'est déclenchée au mois de mars et que tout le monde a été confiné chez lui, eh bien, il fallait faire deux choses rapidement. Premièrement, donner des indemnités aux salariés de la CNSS qui se sont arrêtés de travailler. Et ça, le gouvernement l'a fait. Deuxièmement, donner des indemnités au secteur informel, les 800 à 1200 dirhams pour le secteur informel, parce que ce sont des gens qui travaillent presque le jour, et quand ils ne sortent pas, ils n'ont pas de quoi vivre. Donc cela, ça a été fait. Et en ce qui concerne les entreprises, toujours dans cette phase que j'appelle de sauvetage, c'est en ce qui concerne les impôts, en ce qui concerne les cotisations sociales, tout cela a été reporté pour que les entreprises, si vous voulez, restent en vie. Parce qu'il fallait empêcher les entreprises de mourir. Ça, c'est la phase donc, de sauvetage qui est terminée maintenant. Maintenant, il y a la phase de relance. Et ça, celle-là, elle est très importante. Et comme je l'ai expliqué, et c'est tout à fait normal, le gouvernement a demandé à la CGM, qui représente quand même la plupart des entreprises du Maroc, de lui faire des propositions. Et ce sont ces propositions que j'ai résumées. Ça consiste en des crédits, ça consiste en des dotations au capital. Il y a toutes les mesures dont j'ai parlé dans mon exposé. Alors maintenant, pour répondre précisément à la question, maintenant, la CGM a remis ses propositions au gouvernement, en fait au comité de veille économique, parce que la CGM fait partie du comité de veille économique. Alors maintenant, toutes ces propositions sont à l'étude, d'abord au niveau du comité de veille, mais ensuite, elles seront à l'étude au niveau du gouvernement, parce que c'est une décision gouvernementale, et ce plan de relance sera intégré dans la loi de finances rectificative. Donc, pour répondre précisément, les plans de relance n'ont pas encore été élaborés et surtout approuvés, parce que notre pays est un pays démocratique. Lorsque le gouvernement va établir sa loi de finances rectificative, il faut qu'elle soit adoptée d'abord au niveau du gouvernement, ensuite au niveau du Conseil des ministres, et après, elle sera soumise donc au Parlement. Et une fois que le Parlement l'aura adopté, immédiatement, le plan sera mis en œuvre. Et je souhaite, je comprends la question de celui qui l'a posée. Évidemment, il faut que tout cela aille très vite, parce que les entreprises, dès qu'elles tirent le rideau, pour parler un petit peu, dès qu'elles tirent le rideau, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour payer le personnel, pour payer les loyers, pour acheter les matières premières, etc., etc. Donc, il faut effectivement aller très vite. Maintenant, il y a quand même les prêts. Je ne sais pas si vous connaissez les prêts oxygènes, c'est-à-dire que déjà, les banques ont prêté de l'argent aux entreprises
pour démarrer. Et en tout cas, la relance est très, très importante parce que plus vite il y aura la relance et moins les dépenses de l'État et moins également le déficit du PIB, de la balance de paiement et de la balance commerciale. Il faut aller très vite et je suis heureux personnellement de constater que on voit ça à la télévision, plusieurs entreprises ont repris le travail avec bien sûr les mesures de précaution. Merci beaucoup, c'est Jawad. Nous avons d'autres réactions. Une des réactions, il parle de l'impact. Est-ce qu'il y aura un impact sur les zones de libre-échange au niveau du pays interafricain, de la zone interafricaine? Très bonne question aussi. Comme vous le savez, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, et depuis son couronnement, il y a véritablement une politique africaine du Maroc vers l'Afrique subsaharienne. Et donc, le Maroc a fait beaucoup de choses au niveau des échanges commerciaux et surtout au niveau des investissements. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits par le Maroc, d'abord au niveau bancaire. Maintenant, il y a toutes les banques sont représentées en Afrique et nous sommes pratiquement présents dans toute l'Afrique, aussi bien l'Afrique du Nord, sauf l'Algérie, parce que malheureusement, on n'a pas eu d'autorisation pour l'Algérie, mais nous sommes en Tunisie, nous sommes en Mauritanie, nous sommes en Libye et pratiquement dans toute l'Afrique subsaharienne. Alors, ce que je peux dire à celui qui a posé la question, c'est que cette politique africaine va continuer. C'est-à-dire, il n'est pas question de ramasser nos bagages et de revenir, parce que c'est une politique stratégique du Maroc. Le Maroc a choisi, bien sûr, tout en maintenant ses relations avec l'Europe, parce que pour des raisons géographiques et historiques, mais il a choisi l'orientation africaine et donc la politique va continuer. Bien sûr, je pense qu'on va faire un petit peu le point. Chaque entreprise va faire le diagnostic de la situation, va aussi essayer de sauver ou de développer les filiales qui sont en Afrique. Mais comme je l'ai dit dans mon exposé, heureusement, jusqu'à maintenant, l'Afrique subsaharienne n'a pas trop souffert de la pandémie et donc je pense qu'il n'y a pas de perte grave pour le Maroc et que si, comme nous l'espérons tous, la pandémie reste en Afrique subsaharienne, eh bien les affaires reprendront parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'elles ne reprennent pas. Excellent, merci beaucoup. Il y a aussi un commentaire, une question de la part de Sislimani. Alors, bonjour monsieur, merci pour cette conférence. Est-ce qu'on peut relancer l'économie par le déficit budgétaire? Car une acceptation d'un niveau élevé de ce déficit issu de la balance des paiements sont-ils la seule solution pour une relance économique du pays? Alors, merci aussi de cette question. Alors, vous savez, pour faire, quand il y a une crise aussi grave, je ne voudrais pas trop dramatiser, mais cette crise que nous connaissons est plus grave que la crise de 1929. Donc, pour relancer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, comme je vous l'ai dit, il faut maintenir le pouvoir d'achat. Parce que, vous savez, vous pouvez avoir des entreprises qui marchent, qui travaillent, qui produisent, mais s'il n'y a personne qui achète, elles vont fermer elles aussi. Donc, il faut de l'argent pour
pour donc le pouvoir d'achat. Il faut de l'argent pour que les entreprises puissent reprendre leur activité, soit sous forme d'apport en capital, soit sous forme de prêt. Et donc tout cela creuse le déficit budgétaire, bien sûr. Mais je pense que dans des circonstances aussi exceptionnelles, d'ailleurs, la France, qui est comme une économie très importante, elle prévoit un déficit budgétaire de l'ordre de 10%. Donc, si vous voulez, à une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Et c'est vrai que même chez nous, le déficit budgétaire pourrait s'élever 8, 9 ou aussi 10%, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que si, comme je l'espère, si l'économie reprend, si toutes les activités reprennent, eh bien, c'est ça le plus important. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Donc, je pense que même si on a un déficit budgétaire important et que ça permet la reprise économique, ce n'est pas grave parce que au bout, maintenant, ce déficit, ce n'est pas en une année qu'on va le résorber, mais peut-être sur les 5 prochaines années, eh bien, on va résorber petit à petit le déficit budgétaire. Et la même chose pour la balance des paiements, parce que, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qui alimente la balance des paiements? C'est les exportations, c'est le tourisme, c'est les IDE, c'est les transferts de nos travailleurs. Tout cela va, s'il y a une reprise économique, va petit à petit reprendre. Par exemple, l'export, je pense que dès que l'économie mondiale va aller un peu mieux, on va continuer à… Par exemple, je prends l'exemple de l'OCP avec les engrais et les phosphates. Je ne pense pas qu'il y ait… Parce qu'on a, on a toujours besoin de s'alimenter. Et pour s'alimenter, on a besoin des engrais. Et donc, je pense que l'OCP va passer cette crise sans grand dégât et donc il va reprendre ses exportations. C'est un peu plus difficile pour l'automobile. Ça, je l'accorde. Pour l'automobile, l'automobile a beaucoup souffert sur le plan mondial parce que quand il y a une crise, quand il n'y a plus d'épargne, on n'achète plus de voitures. Et donc, je pense que pour l'automobile, ça sera un peu plus difficile. Aussi pour l'aéronautique, parce que les compagnies aériennes ont subi des pertes considérables. Et donc, vous savez, quand il y a des pertes, on investit beaucoup moins. Donc, il y aura moins d'investissement dans l'aérien et donc moins d'achats de pièces détachées, parce que ce que le Maroc fait, c'est les pièces détachées. Donc, je vois pour l'OCP pas de problème. Pour l'automobile, ça sera difficile. Pour l'aéronautique aussi, ça sera difficile. Pour le tourisme, comme je l'ai dit, pour l'année 2020, il ne faut pas compter sur les touristes étrangers, mais on l'a vu, même après des attentats terroristes, heureusement notre pays n'a pas été touché, mais vous savez, au bout d'un certain temps, les habitudes reviennent et ceux qui aiment le Maroc vont certainement revenir. Donc le tourisme, je pense. Pour les IDE, là, je voudrais, j'en profite pour apporter aussi un argument intéressant. Comme je l'ai dit dans mon exposé, beaucoup de grandes entreprises, notamment européennes, vont délocaliser leurs unités de production
de la Chine. Parce que maintenant, la Chine, d'abord, toutes les pandémies, pratiquement, je ne voudrais pas être négatif vis-à-vis de ce grand pays qu'est la Chine, qui en quelques décennies est devenue la deuxième puissance mondiale, mais c'est là où naissent les pandémies. Et donc, beaucoup d'entreprises, notamment américaines, européennes, vont délocaliser. Et le Maroc pourrait être, si vous voulez, un lieu de délocalisation. Pourquoi le Maroc? Ce n'est pas parce que, bien sûr, nous aimons notre pays, c'est parce que nous sommes proches de l'Afrique subsaharienne. Donc, une entreprise qui viendrait s'installer au Maroc, du fait de notre position géographique, eh bien, elle peut exporter à la fois sur l'Europe, parce que nous avons l'accord avec l'Union européenne, mais aussi vers l'Afrique et même vers les autres pays arabes à l'Est et même vers les États-Unis, parce que nous sommes le seul pays africain qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille, que les responsables, nous tous, nous travaillons pour attirer ces nouveaux investissements. Nous avons un régime politique qui est stable, une main-d'œuvre qualifiée et bon marché. Nous avons aussi la chance d'avoir Angemed, qui pour les exportateurs est très, très, très important. Donc la logistique. Donc je pense que pour les IDE, on pourra attirer quelques délocalisations. Enfin, pour nos travailleurs étrangers, nos travailleurs marocains à l'étranger, bon, effectivement, ils vont subir une baisse de pouvoir d'achat. Mais là aussi, dès que les économies reprendront en Europe, en Asie, en Amérique, bien, ces travailleurs vont pouvoir envoyer de l'argent au Maroc. Donc, en résumé, ça sera difficile, il ne faut pas se leurrer, ça sera très, très difficile, mais nous avons, grâce à notre potentiel humain, notre potentiel d'union, de solidarité, je suis optimiste que faut être aussi à moyen terme. Moi, je pense que d'ici 2022, disons, voilà, 2022, la situation économique reprendra normalement. Merci beaucoup, Claudie. Alors, quelles sont les autres questions? J'ai quelques remarques. Oui, j'ai une sur Facebook. 2 secondes, s'il vous plaît, je vais la retrouver. Voilà, oui, elle parle. Voilà, je vous remercie de cette intervention. Qu'en est-il de la possibilité de l'annulation de la dette extérieure marocaine? Est-ce une possibilité ou bien un report du remboursement? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que nos auditeurs sont à même des questions économiques. Alors, pour ce qui concerne la dette, je ne pense pas qu'il y aura une annulation parce que même les pays africains plus pauvres que nous n'ont pas réussi à obtenir l'annulation. Nous sommes considérés sur le plan international comme un pays d'économie intermédiaire, c'est-à-dire alors qu'il y a des pays moins avancés, ce qu'on appelle les PMA en Afrique, nous, heureusement, nous ne sommes pas classés parmi les PMA. Et donc, je pense qu'on pourrait obtenir, si vous voulez, proroger les échéances des échéances de nos remboursements de nos emprunts. Je ne pense pas qu'on puisse demander carrément l'annulation parce que nous ne sommes pas considérés, si vous voulez, comme les pays les moins avancés.
Et même, vous savez, le Maroc aussi a toujours remboursé ses emprunts et c'est ce qui lui donne aussi de la crédibilité sur les marchés internationaux. Parce que quand vous commencez à demander l'annulation de la dette, même des reports, les bailleurs de fonds, si vous voulez, hésitent. Ils disent attention, ce pays-là, il a demandé une annulation de dette, ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment de ressources. Et donc, l'annulation de la dette est une arme à double tranchant. Il faut bien le comprendre. Bien sûr, ça permet de la supprimer, mais ça ne permet plus de ressortir sur les marchés financiers. Donc, je pense que le Maroc n'a pas intérêt à demander l'annulation de sa dette. Il peut, en cas de besoin, et je suis sûr que si nous avons, je fais confiance à notre ministère des Finances et à la Banque Maghreb, si nous avons les possibilités de rembourser, nous préférerions rembourser nos emprunts, tant au niveau du principal que des intérêts, pour garder notre crédibilité. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les agences de notation. Les agences de notation, ce sont des agences internationales qui notent chaque pays. Et lorsque vous sortez sur les marchés financiers, bien sûr, les bailleurs de fonds, les investisseurs, ils regardent quelle est la note. Par exemple, Fitch, il y a beaucoup d'agences, ils regardent la note et quand la note est bonne, ils sont plus à même de prêter de l'argent. Si la note est mauvaise, à ce moment-là, ils ne prêtent pas d'argent. Donc, moi, je pense que que notre ministère des Finances et peut-être et Banque Maghreb vont essayer de même pas demander donc, une prorogation des échéances. Maintenant, tout dépend et ça, on pourra voir plus clair après l'adoption de la loi de finances rectificative. Parce qu'à ce moment-là, on va avoir, si vous voulez, un tableau de nos finances et on verra à ce moment-là, est-ce qu'on peut honorer, comme je l'espère, le remboursement de nos dettes ou bien est-ce qu'on peut demander la prorogation de l'échéance. Merci beaucoup, Sikaldini. Merci beaucoup pour la précision. J'ai deux questions qui sont un petit peu vraiment très précises et j'ai envie de dire comment dirais-je, très précises. Alors, c'est Racine Sereni. Il dit, de toute façon, après le remerciement, il demande est-ce que, à votre avis, l'État va profiter de la baisse des prix de l'énergie, du pétrole, pour assurer un stock stratégique et prévoir en faisant le redémarrage de l'outil de la Samir en particulier? Alors là aussi, c'est une très bonne question. Je remercie celui qui l'a posée. Alors, effectivement, je vous rappelle que jusqu'à maintenant, nous ne produisons pas de pétrole. Vous savez qu'il y a le NONIM, l'Office de recherche, il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de recherche, mais valeur aujourd'hui, on ne produit pas. Et là, je voudrais féliciter notre gouvernement sous la conduite de Sa Majesté pour le développement des énergies renouvelables. Vous savez, lorsque vous n'avez pas de pétrole, il faut trouver d'autres sources d'énergie. Et heureusement, nous avons l'énergie hydraulique qui existe depuis longtemps par les barrages. Du temps de Sa Majesté Hassan II, déjà, on avait un bon pourcentage d'énergie électrique produite à partir de l'hydraulique, mais sous le règne de Sa Majesté Hassan II, Mohamed VI, c'est le solaire et l'éolien qui ont été développés d'une façon remarquable. Vous savez, dans notre pays, il ne faut pas toujours être négatif. Il faut, lorsque les choses sont bien faites, il faut le dire. Et je peux dire que
sur le plan des énergies renouvelables, nous avons fait un effort. Nous avons la plus grande centrale solaire au monde. Vous vous rendez compte? Un pays comme le Maroc, qui n'est pas très grand, eh bien, il a la station solaire la plus grande du monde. Donc déjà, avec l'hydraulique, nous allons pouvoir couvrir presque 40% de nos besoins. Alors, il reste les 60%. Et là, le pétrole et le gaz, vous savez, quand on parle de pétrole, il faut aussi parler de gaz. Ce sont les hydrocarbures. Donc, les 60%, c'est le pétrole et le gaz. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que le pétrole est tombé à $30. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait à certains moments atteint $140 le baril. Maintenant, il est à 30. Donc, c'est une très bonne chose pour nous parce que les importations de pétrole sont un élément important de notre balance des importations. Alors maintenant, pour répondre à monsieur, effectivement, nous avons intérêt à acheter le maximum de pétrole actuellement parce que les prévisions parlent de $30 d'ici la fin de l'année, mais on ne sait pas pour 2021, 2022, etc. Il y aura également, il y aura peut-être des augmentations des prix. Donc, il faut acheter. Maintenant, le seul frein, et on en a parlé, bien sûr, c'est le stockage. Parce que quand vous allez importer ce pétrole par des bateaux, il faut que les bateaux déchargent et qu'on puisse stocker. Et là, nous n'avons pas, malheureusement, beaucoup de stockage. Et j'ai entendu qu'il y aurait l'utilisation des stockages de la Samir. Et bien sûr, je suis tout à fait favorable à cette idée d'importer le maximum à ce prix bas et d'utiliser tous les moyens de stockage du pays et notamment les réservoirs de la Seine. Alors maintenant, pour ce qui est de la raffinerie, la question sous-jacente de ce monsieur, c'est le problème de la raffinerie. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le Maroc ne peut pas se passer d'une raffinerie. Ça, on l'a vu. Maintenant, nous, au lieu d'importer du pétrole brut, nous importons de l'essence, du gasoil, du diesel, tout ça. Ça coûte très, très cher. Et la valeur ajoutée, au lieu de rester chez nous, elle est chez les pays exportateurs. Donc, nous avons besoin absolument d'une raffinerie. Alors, il y a deux hypothèses. Soit la reprise de la Samir, c'est quand même une unité nationale extraordinaire. La Samir, ça a été créé, moi je me rappelle encore, dans les premières années de l'indépendance. Et donc, c'est un joyau du Maroc. Et donc, à mon avis, il faut reprendre le dossier. Tenons compte de cette nouvelle situation et voir si soit l'État la recapitalise, soit carrément une renationalisation de la Samir. Pourquoi pas même des pays, vous savez, quand il y avait la crise économique 2008-2009, les États-Unis ont nationalisé General Motors. Et puis après, ils l'ont revendu. Et il n'y a pas de raison pour que l'État marocain ne nationalise pas la Samir. Et donc, parce que, et là je suis tout à fait d'accord, il faut une raffinerie. Et je pense qu'on ne doit pas laisser tomber la Samir parce que c'est un capital à la fois technique et humain. Technique parce qu'il y a eu des ingénieurs, des techniciens qui ont été formés
pour le raffinage et qu'on va perdre. Et il y a aussi la main-d'œuvre qui souffre depuis la fermeture. Donc, je propose de revoir le dossier de la SAC. Excellent, 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 c'est Khaldoudi, pour votre réponse, votre commentaire. Une autre question de la part de Saad, il est avec nous sur Zoom. Alors, il demande une question un petit peu plus particulière, plus orientée sur l'aspect crédit, sur bancaire. Alors, on sait que le crédit est un pilier de développement économique. Étant donné la situation économique actuelle, les banques ne doivent-elles pas faciliter les emprunts aux citoyens pour relancer l'économie? Absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur. Il faut dire que il faut aussi là dire les bonnes choses et les mauvaises choses. Nous avons la chance, c'est pas pour les défendre, mais nous avons quand même la chance d'avoir un système bancaire solide, et c'est très important pour l'économie en général d'avoir donc un système bancaire solide, bien contrôlé. Et je voudrais rendre hommage à nouveau à Banque al Maghreb, bien contrôlé par Banque al Maghreb, parce que la banque, c'est essentiel pour l'économie. Maintenant, on lui reproche d'être trop frileux, de demander des garanties. Donc ça, il faut évidemment qu'il change aussi. Vous savez, maintenant, après cette pandémie, beaucoup de choses doivent changer, même les mentalités doivent changer. Et donc, ce que je souhaite, c'est que les banques puissent prendre un peu plus de risques qu'elles ne prennent actuellement, parce qu'elles demandent toujours soit les garanties réelles, les terrains, les immeubles, etc., soit la garantie de l'État. Tout ça pour ne prendre aucun risque. Alors déjà, pour répondre à la question, déjà dans le cadre du sauvetage de nos entreprises et également dans le plan de relance qui a été proposé par la CGM, il y aura un accès automatique. J'ai vu le terme dans les propositions de la CGM. Il y aura donc un accès automatique au crédit, évidemment garanti par l'État. Pour que ça soit facile, l'État va donner sa garantie à 80 ou 90%. Pour le moment, de toute façon, ce qu'il faut, c'est aller vite, et à des taux également très intéressants. Vous savez qu'en Europe, c'est du 1-2%, même des fois des taux négatifs. En Europe, on emprunte à des taux négatifs, c'est-à-dire non seulement on vous donne le prêt, mais on vous donne l'argent pour prendre le prêt. C'est ce qui nous paraît, nous, un petit peu bizarre, mais ça existe. Donc, je suis d'accord. Il faut d'abord qu'elles ouvrent les vannes actuellement pour la relance, que ce soit aux grandes entreprises, aux entreprises intermédiaires et surtout aux TPME, les toutes petites et moyennes entreprises. Il faut qu'elles aient l'accès le plus facile possible et avec les conditions les plus favorables. Et je pense que ça sera fait parce que le gouvernement et le ministère des Finances a bien compris que pour qu'il y ait la relance, il faut l'accès facile et à des taux préférentiels pour la reprise. J'ai une question sur Facebook qui dit, est-ce que, c'est une question très, très, très courte, elle dit, est-ce qu'il suffit d'avoir accès au financement pour permettre aux TPME de se relancer, ou est-ce qu'il faut une mise à niveau plus substantielle? Alors, très bonne question aussi. Vraiment,
suis très heureux d'avoir l'auditoire que j'ai aujourd'hui. Alors, je suis d'accord avec ce monsieur. Le financement n'est qu'un volet du succès d'une TPE. Je dis bien, c'est un volet important parce que sans argent, tout le monde le sait, sans financement, on ne peut rien faire. Donc, c'est effectivement, effectivement un volet très important. Et comme je l'ai dit, il faut que les TPME puissent obtenir des crédits automatiques à des taux bonifiés et sur le long terme. Il ne faut pas leur demander 1 ou 2 ans, il faut leur demander 7 ans, comme c'est fait. Maintenant, il y a les autres volets. Ce n'est pas parce qu'on a le financement que la TPME peut réussir. Il y a beaucoup de volets. Il y a le volet gouvernance. Le volet gouvernance est très important. Le volet gouvernance, il y a beaucoup de TPME où celui qui l'a créé est en même temps le directeur général, le directeur financier, le directeur du personnel, etc. Bon, on peut le comprendre au départ, mais une fois que l'entreprise se développe, il faut la structurer avec un DG, un directeur financier, un directeur technique, un directeur des relations humaines. Donc, il y a un problème de gouvernance et pour cela, il est nécessaire d'avoir un accompagnement de l'État qui existe déjà pour aider les chefs d'entreprise, de ce type de chefs d'entreprise, à bien gérer leur entreprise. Il y a aussi les marchés, parce qu'une toute petite et moyenne entreprise, non seulement elle doit avoir le financement, non seulement elle doit être bien gérée, il faut aussi qu'elle puisse trouver des marchés. Et là, l'idée, c'est que les grandes entreprises, ça se fait dans beaucoup de pays développés, les grandes entreprises puissent pratiquement sélectionner des marchés pour ces TPME, c'est-à-dire leur fournir du travail. Et l'État aussi, pourquoi pas, l'État, dans ses appels d'offres, devrait également réserver une partie de ces marchés aux TPME. Donc, il y a le financement, il y a la gouvernance, il y a le marché, il y a aussi la fiscalité. Il ne faut pas non plus écraser ces toutes petites et moyennes entreprises par une fiscalité trop lourde. Il y a déjà des choses qui ont été faites, mais il faut que la fiscalité soit également abordable pour permettre, et franchement, je considère tous les entrepreneurs comme des personnes très courageuses parce qu'elles font face à beaucoup de problèmes. Il y a aussi les rapports avec l'administration. Et là, j'ouvre aussi la parenthèse du e-gouvernement, c'est-à-dire qu'on l'a vu, d'ailleurs, c'est une bonne chose. On a vu pendant cette pandémie du coronavirus qu'on utilise de plus en plus les nouvelles technologies de l'information. Et là, nous sommes en train, c'est extraordinaire, chacun est chez lui dans sa maison et on est en train de discuter grâce au club dirigeant et aussi grâce aux technologies nouvelles. Donc, ce que j'encourage, c'est l'utilisation des nouveaux moyens. Il faudrait qu'on arrive petit à petit à tout faire sur Internet par ordinateur. Franchement, il faut qu'on se fixe cet objectif et non pas à aller faire la queue, passer une matinée pour avoir un papier. Et donc, il faudrait qu'on développe absolument le e-gouvernement, c'est-à-dire que tout soit fait par Internet.
Alors, merci c'est que vous dites pour ces précieuses informations. Là, on arrive à l'issue de ce séminaire-là, de ce webinaire. Mais avant de se quitter, je souhaite qu'on termine, qu'on clôture cette session-là avec un petit mot, envers les TPME. Aujourd'hui, le club de dirigeants, c'est un espace de réseautage pour chefs d'entreprise et particulièrement les TPE, les PME. Aujourd'hui, par rapport à quel serait le message positif, bien entendu, que vous souhaiterez faire passer aux chefs d'entreprise TPE et PME au Maroc pour s'en sortir de cette situation-là? D'abord, je voudrais les féliciter pour le courage qu'ils ont tous pour créer une entreprise. Ce n'est pas facile du tout dans tous les pays, mais aussi dans notre pays. Il faut avoir effectivement beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Et donc, je voudrais d'abord les féliciter et leur dire que leur rôle est primordial dans l'économie nationale. Vous savez, par exemple, en Allemagne, on souvent l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un tissu de milliers de petites et moyennes entreprises. Et c'est eux qui font la force de l'économie allemande. J'espère pour notre pays qu'on aura cette force des toutes petites et moyennes entreprises, parce que d'abord, elles restent à l'échelle humaine. Ce n'est pas comme les multinationales, les grandes entreprises, que je respecte aussi. Hein. On a besoin aussi de grandes entreprises. Mais disons, et puis elles sont beaucoup plus flexibles. Elles peuvent. Je vous donne un exemple. Par exemple, les masques, c'est extraordinaire. Voilà des PME qui faisaient du tissu et qui, du jour au lendemain, ont commencé à fabriquer des masques. C'est extraordinaire. C'est ça ce qu'on appelle la flexibilité. Ce n'est pas comme une grande entreprise. Ça, c'est une petite entreprise, c'est flexible. Donc, je voudrais les remercier, franchement, pour le travail qu'elles font. Et je souhaite que le gouvernement puisse leur apporter toute l'aide nécessaire. Et je vous félicite, vous aussi, club des dirigeants qui travaillaient. J'ai remarqué pendant cette période de pandémie, vous organisez plusieurs séminaires par jour. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc, je voudrais vous féliciter. Et je vous quitte avec beaucoup d'espoir que notre pays puisse s'en sortir rapidement grâce à notre gouvernement, grâce à notre roi, grâce à l'administration, grâce à vous, parce que c'est vous qui créez les richesses, c'est vous qui embauchez. Et on sait que ce sont les toutes petites et moyennes entreprises qui embauchent le plus. Et donc, je voudrais terminer par vous remercier. Voilà. Merci beaucoup, c'est Jawad, merci beaucoup. Personnellement, j'ai apprécié énormément votre participation. Je voulais aussi dire que je suis à votre disposition. Chaque fois que vous avez besoin de moi, je suis à votre disposition. Allah Ibark Fik, c'est un grand honneur pour nous. C'est un grand honneur pour nous. Ben écoutez, on a essayé de participer à travers le club de dirigeants pour rendre cette période de confinement un petit peu plus supportable. Alhamdulillah, nous étions en contact avec des personnes comme vous qui nous ont accompagnés, qui ont été très généreux pour participer, pour contribuer avec nous à travers leur temps, à travers leur passion pour animer des séminaires comme vous venez de faire. Moi, je remercie aussi les participants, mais avant de vous quitter, j'ai une petite demande pour les participants. Notre ambition à travers le club de dirigeants et à travers la commission de formation que je préside aujourd'hui, notre ambition, c'était de semer des graines
à travers les séminaires que nous avons mis en place, on a souhaité améliorer, former, créer une certaine prise de conscience sur différents thèmes, sur différents sujets. En aucun cas, ce que nous avons fait peut être considéré comme étant une formation parce qu'on n'a pris qu'une session, 2 sessions par thème. Donc, tout ce qu'on a fait, ce sont des graines qu'on a semées à travers cette période-là. Aujourd'hui, pour en faire des leviers de changement, il est impératif que chacun de nous, chacun de vous, chers participants, de penser à des actions concrètes que vous pouvez, à votre échelle, mettre en place en tant que leader de chef d'entreprise, leader dans votre famille, leader dans votre école, dans votre environnement, ou, à la limite, vous pouvez participer avec d'autres personnes, parce que chacun, tout seul, ne peut pas réaliser grand-chose, mais en créant une intelligence collective, on peut créer beaucoup de choses. Et c'est le but, c'est l'ambition du club de dirigeants, c'est de créer un espace de rencontre entre différents chefs d'entreprise pour pouvoir créer ensemble des éléments de changement, des leviers de changement qui ne peuvent arriver qu'à travers vous. Et sur ce, je tiens à remercier encore une fois CECLD et je remercie tous les participants qui nous ont accompagnés durant toute cette période-là. Je tiens à remercier aussi les participants qui étaient avec nous. Merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.